Le Royaume-Uni est à un tournant. Après une longue période de récession, son économie est à nouveau créatrice d'emplois. Une réforme des institutions a été lancée en 1997 pour décentraliser les pouvoirs. Un processus de paix est engagé en Irlande du Nord. Alors nous allons consacrer 5 dessous des cartes aux îles britanniques, en rappelant aujourd'hui, pour commencer, quelques étapes de son histoire. D'abord, on fait souvent l'amalgame entre îles britanniques, Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Angleterre. Voici d'abord les îles britanniques. Elles comprennent 2 États, la République d'Irlande et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est constitué, lui, de l'Irlande du Nord et de l'île de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne comprend pour sa part l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Et l'Angleterre, eh bien, c'est sans doute le principal acteur historique, économique, politique du Royaume-Uni. C'est là, d'ailleurs, que se trouve la capitale, Londres. Le Pays de Galles est rattaché au Royaume d'Angleterre en 1536, l'Écosse en 1707, et c'est seulement en 1801 que naît le Royaume-Uni au moment de l'union avec l'Irlande. Le drapeau du Royaume-Uni, l'Union Jack, est d'ailleurs la superposition des emblèmes de ces nations, à l'exception du Pays de Galles. C'est la partition de l'Irlande en 1921 qui met fin à ce qui fut le mariage forcé des 2 îles britanniques. Le Royaume-Uni fait donc partie de l'Europe, on le voit bien sur la carte, mais son insularité l'a toujours fait hésiter entre une vocation européenne et l'appel de l'Atlantique. Eh bien, c'est ce balancement qui va nous guider aujourd'hui pour essayer de nous repérer. Donc, l'histoire britannique est européenne. La Grande-Bretagne fait partie de l'Empire romain. Après la conquête de l'île au 1er siècle de notre ère, les Romains construisent les murs d'Adrien et d'Antonin pour empêcher les incursions des peuples celtes du Nord, qui sont les ancêtres des Écossais. L'île, par la suite, est envahie, d'ailleurs comme le reste du continent, par les barbares germaniques, saxons, jutes et angles. Les Angles vont donner leur nom au pays, en Angleterre. À partir du IXe siècle, ce seront les Vikings qui seront les envahisseurs. En 1066, c'est au tour des Normands de conquérir l'Angleterre après leur victoire à Hastings. En fait, à partir de cette date et pendant près de 400 ans, l'Angleterre est complètement tournée vers le continent, avec les prolongements territoriaux du duché de Normandie, à l'époque de Guillaume le Conquérant, au XIe siècle, de l'Anjou, du Maine, de la Touraine, l'Aquitaine, la Bretagne, sous la dynastie des Plantagenets, au XIIe siècle. Et dans la structure féodale qui caractérisait le Moyen-Âge, cet État anglo-français, ce Channel State, englobant presque la moitié de la France, en fait était presque aussi viable que l'État que façonnera plus tard le roi de France. C'est la guerre de 100 ans, entre 1337 et 1453, qui va mettre fin aux ambitions anglaises sur le continent, et au fond, en poussant un peu, c'est un petit peu grâce à Jeanne d'Arc que se créeront et la France et le Royaume-Uni. L'Angleterre redevient donc politiquement une île au XVe siècle, et elle va savoir en tirer profit. Pourquoi? Parce qu'on est en 1492, que Colomb redécouvre l'Amérique, que les Espagnols et les Portugais se lancent à la conquête de territoires transatlantiques, et que l'Angleterre va entrer dans la compétition. Elle est la pointe avancée géographique de l'Europe sur les routes du commerce et de la colonisation, et sous l'impulsion des Tudors, l'Angleterre va concentrer ses énergies sur les mers et va peu à peu acquérir des territoires aux 4 coins du globe. Au XVIIe siècle en Amérique, où s'installent les puritains, persécutés en Angleterre, comme les pèlerins du Mayflower en 1620, au XVIIIe siècle en Inde, au XIXe siècle au XXe siècle en Afrique et en Océanie, de plus petits territoires comme Gibraltar, Malte, Chypre, Maurice, Aden servent de relais à la flotte britannique pour relier Londres aux Indes. Après l'indépendance des États-Unis, l'Inde devient le centre de cet immense empire
coloniale. Première puissance maritime au monde, l'Angleterre est donc très tournée vers l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle va aussi être un précurseur en matière politique et économique. Avec l'adoption du Bill of Rights, la Déclaration des droits, elle instaure une monarchie parlementaire dont le fondement est la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Et puis elle est le précurseur de la révolution industrielle. Plusieurs facteurs vont jouer dans ce sens, essayons de les identifier. Le remembrement des terres, décidé pour accroître la production de la laine, a 3 conséquences indirectes qui font comme un cercle vertueux. L'augmentation de la production agricole, qui contribue à l'accroissement de la population, qui trouve plus à se nourrir, ce qui libère alors une nouvelle main-d'œuvre qui va pouvoir travailler dans les ateliers textiles et dans les mines de charbon. Ensuite, il y a bien sûr l'invention de la machine à filer en 1768, et puis surtout celle de la machine à vapeur en 1769, et cela va aider le développement des industries textiles et charbonnières. Et tout cela s'enchaîne. Puissance maritime, maîtrise du commerce mondial, assure aux Anglais une accumulation de capitaux favorable à l'investissement. Et par ailleurs, les colonies leur assurent, dans un sens, l'importation des matières premières, et dans l'autre, lui ouvrent des marchés quasi illimités où écouler la production. L'Empire britannique, à l'époque victorienne, est le plus vaste empire qu'a connu l'histoire, un quart des terres émergées, sur lequel on dit le soleil ne se couche jamais. Le Royaume-Uni a un demi-siècle d'avance sur le reste du monde. Il produit un quart de la production industrielle et la moitié du charbon et du fer dans le monde. L'Empire est donc à son apogée fin 19e siècle. Et c'est le 20e siècle qui va marquer le début de son déclin. Le Royaume-Uni va perdre sa place comme première puissance mondiale. Son industrie est dépassée par celle des États-Unis. Et les 2 guerres mondiales contre l'Allemagne vont en fait révéler une Angleterre justement très européenne, très impliquée dans ces guerres, et peut-être plus encore lors de la 2e guerre mondiale, où elle se tient seule face à l'Allemagne nazie, avant l'entrée en guerre des Soviétiques et des Américains. Alors le coût de ce courage sera évidemment très élevé, humainement et économiquement. Après 1945, le mouvement général de décolonisation et surtout l'indépendance de l'Inde marquent la fin du Royaume-Uni comme grande puissance et un retour à la fois méfiant et progressif vers l'Europe continentale. Le Royaume-Uni ne veut pas participer à la CEE dans ses débuts et fonde en 1959 l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, qui regroupe les pays d'Europe du Nord, la Suisse, l'Autriche, le Portugal. En 1961, Londres finit par poser sa candidature à la CEE, mais là c'est De Gaulle qui oppose son veto, car il se méfiait des liens privilégiés des Britanniques avec les États-Unis d'Amérique. Et ce n'est finalement qu'en 1973 que le Royaume-Uni en devient membre. Voilà, on le saisit un petit peu par le survol de ces grandes tendances. Le Royaume-Uni oscille plusieurs fois entre insularité, atlantisme et Europe. Cette insularité va servir de fondement à la politique extérieure anglaise dès le XVIe siècle, définie à l'avance par l'humaniste Thomas More, à savoir dominer les mers pour empêcher l'invasion du sol anglais. D'ailleurs, ni Napoléon Ier, ni Hitler n'y parviendront. Rechercher sécurité et prospérité par la prise de possession de territoires lointains. Et enfin, ne s'engager sur le continent qu'en cas de nécessité extrême. En fait, nous, Européens du continent, on a parfois du mal à comprendre ce côté atlantique, pro-américain, de la politique extérieure de Londres. Cela peut s'expliquer par des liens historiques nombreux, notamment le fait que les États-Unis furent le principal allié des Britanniques lors des 2 guerres mondiales. Ensuite, l'appartenance à l'OTAN et plus largement une traditionnelle coopération dans les domaines militaires, renseignement, nucléaire, à partir de 1945. Puis, bien sûr, il y a la communauté linguistique et en partie culturelle entre les 2 pays, ce qui aide à créer ce qu'on appelle tout simplement la confiance. Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai du pays d'aujourd'hui, de son évolution économique et même de l'évolution de ses institutions, car après ce bref récit d'aujourd'hui sur la grandeur britannique, on peut saisir comme il est peut-être difficile de passer du statut de grande puissance à celui de puissance moyenne.
Alors en cette fin XXe siècle, peut-être que l'Europe pourra offrir aux Anglais un instrument parmi d'autres pour restaurer un rôle international et, osons-le, une relative grandeur.